Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Thomas Ravier, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Villefranche, alors commune qui est rentrée au 1er janvier dans le même syndicat de gestion des transports en commun que l'agglomération lyonnaise, la OMTL, le nouveau Citral. Est-ce que ça va changer la vie des Caladois ? Écoutez, dans l'immédiat, non, puisque finalement, c'est un changement d'organisation administrative, de gouvernance. On peut espérer, en étant dans un ensemble plus grand, d'avoir des moyens supplémentaires, des effets de mutualisation et puis de développement. Mais on est vraiment aux prémices avec la création, il y a quelques semaines, quelques mois, de ce grand ensemble. Il faut espérer qu'il en sorte de bonnes choses. Est-ce qu'il y a des espoirs, notamment pour tous ces pendulaires, ces gens qui habitent Villefranche et qui viennent travailler à Lyon ? Alors, il y a plus de 10 000 personnes par jour on a des prennent le enjeux, train. voilà, on a des enjeux de pendulaire entre Villefranche et Lyon. On a aussi des gens qui viennent sur Villefranche. C'est un enjeu aussi de mieux utiliser le transport en commun pour fluidifier effectivement le trafic routier. C'est un enjeu aussi de desserte entre les communes. Autant nous, Villefranche, on a une ville assez dense, de petite taille. On a un enjeu de liaison aussi avec les communes périphériques. Donc, ça va faire partie effectivement de tous ces enjeux de déplacement multimodaux et pour faciliter la vie de nos habitants. Alors la une du Progrès aujourd'hui, c'est les promoteurs fuient Lyon. Est-ce qu'ils viennent à Villefranche ? Écoutez, ça fait déjà de nombreuses années que les promoteurs viennent à Villefranche. On a une vraie pression, effectivement, des promoteurs sur le foncier caladois. Pour être tout à fait franc, la crise du Covid, alors je ne sais pas si les promoteurs fuient véritablement Lyon ou si c'est un titre de presse. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une demande de foncier encore un petit peu plus supplémentaire des promoteurs. C'est peut-être encore plus flagrant dans les communes périphériques, parce qu'on sent là, par contre, une vraie appétence sur le marché de Lyonnais ou de grands Lyonnais, comme on dit, de la métropole, qui recherchent peut-être des biens un peu différents, avec des espaces verts. Et là, c'est plutôt sur la première couronne, voire sur la côtière de l'Ain. Mais effectivement, le marché de l'immobilier est tendu avec une augmentation des prix. Et c'est un vrai enjeu pour nous d'aménagement du territoire. Est-ce que c'est un défi, effectivement, tous ces habitants de l'agglomération qui viennent chercher une résidence principale, mais plutôt en périphérie de Villefranche ? Est-ce que ça vous pose des problèmes d'infrastructure, de gestion ? Alors, c'est d'abord, moi j'ai toujours tendance à dire d'abord une richesse. Vous savez, un territoire, quand il est attractif sur le plan démographique, qu'il est attractif sur le plan économique, ça va d'ailleurs souvent un petit peu de pair, parce qu'on a une grosse pression aussi des entreprises pour venir s'installer sur notre territoire. C'est d'abord une chance. Je préfère être maire d'une commune qui attire plutôt que d'une commune qui décline et dont les habitants cherchent à la fuir. Donc une richesse, mais c'est aussi effectivement un certain nombre d'enjeux, de défis, de mobilité, on en a parlé précédemment, d'adaptation de nos infrastructures, qu'elles soient culturelles, scolaires, sportives, de circulation, de stationnement. On a souvent tendance à avoir aussi des temps administratifs d'adaptation de nos structures qui sont un peu moins rapides que le temps du privé et de la promotion immobilière. Donc c'est un enjeu d'adaptabilité, mais aussi de rapidité. Est-ce qu'il y a aussi des enjeux écologiques, des enjeux d'étalement urbain dans des zones, on sait que Alors ça c'est le Beaujolais, Villefranche, on nous reproche des fois de beaucoup construire. C'est vrai que je trouve que c'est un procès un peu injuste parce qu'on construit certes, mais je le dis toujours, on a construit les dernières années à peu près 250 logements par an en moyenne. C'est une grande moyenne sur plusieurs années, sans finalement gagner véritablement d'habitants, parce qu'il y a un grand phénomène qui est celui de la décohabitation des foyers, avec les familles monoparentales, les divorces, enfin une évolution des modes de vie, sur laquelle je n'ai pas apporté de jugement, qui est juste une réalité qui se présente à nous. Donc on a quand même cet enjeu-là aussi qui est très fort et très important. Mais sur la question de l'étalement urbain et de la perte des terres agricoles. Moi, je pense que la ville naturels. doit être la ville, et c'est pour ça que quand on construit aujourd'hui plutôt de l'habitat collectif. On essaie de favoriser de la démolition-reconstruction, de gagner en verticalité, parce que du coup, on consomme moins de foncier. D'ailleurs, Villefranche, on vient de recevoir une dotation de l'État à laquelle on ne s'attendait pas dans le cadre du plan de relance, parce qu'on a finalement continué de construire en consommant très peu de foncier, c'est-à-dire en étant très respectueux de l'environnement. Le paradoxe, c'est que effectivement vous construisez beaucoup, mais vous ne gagnez pas d'habitants. Est-ce que Villefranche est finalement trop urbaine pour attirer ces habitants des agglomérations qui fuient un peu la ville aujourd'hui ?
Mais écoutez, nous, on accueille tous les ans les nouveaux arrivants. Alors, cette année, ça a été difficile à cause du Covid. Honnêtement, les gens qui viennent chez nous sont plutôt heureux parce qu'ils trouvent finalement beaucoup de services. On est dans une ville de quasiment 37 000 habitants, une sous-préfecture, on a un théâtre, on a des structures culturelles, sportives, sociales, éducatives. Donc, les gens trouvent quand même une qualité de vie, une qualité de service chez nous qui est importante. Par contre, on a une commune qui fait un petit peu moins de 10 km². Avec quasiment 37 000 habitants, on n'a pas vocation à se développer non plus, à gagner 10 000 habitants dans les années à venir. On va forcément réguler tout cela. Et c'est plutôt les zones périurbaines, à mon sens, qui vont se développer. Est-ce que les villes moyennes ont un rôle important à jouer dans l'aménagement du territoire les années qui viennent? Moi, je crois qu'elles ont un rôle stratégique. Elles sont d'ailleurs souvent oubliées parce qu'on parle beaucoup des grandes métropoles. C'est important, il en faut. On parle des grandes métropoles européennes et c'est plutôt une chance d'avoir une grande métropole comme Lyon à une trentaine de minutes en fonction des heures de la journée à côté de Villefranche. Mais on parle aussi beaucoup de la ruralité qui est parfois un peu délaissée, abandonnée ou reléguée. Et c'est vrai que les villes moyennes, je pense, ont un vrai rôle comme ça de centralité, de structuration des territoires. On le voit, je pense que Villefranche a un vrai rôle à jouer de locomotive, d'espace structurant pour l'ensemble du nord du département, du Beaujolais, en services apportés sur le territoire. On parlait tout à l'heure de notre gare, des différents nœuds de modes de transport et de services à la population. En matière d'aménagement, par contre, vous faites confiance, vous, à la voiture. Vous continuez de construire des parkings. Il n'y aura pas de zone à faible émission à Villefranche, pas de zone piétonne en perspective. Non. Non, tout simplement parce qu'on essaye de faire cohabiter le piéton, dont on ne parle jamais, mais quand même les plus nombreux, le vélo et le véhicule. Vous pourriez piétonniser le centre-ville. Oui, c'est pas une demande, honnêtement. Nous, le charme de notre centre-ville, sa force depuis la création de la ville de Villefranche, c'est qu'on a un petit peu plus d'1 kilomètre linéaire de commerce. C'est un petit bijou, la rue nationale. On voit d'ailleurs beaucoup de gens, les commerçants nous disent tous, des mondeurs qui viennent consommer dans notre hypercentre. Ils le font, j'espère, à cause de la qualité patrimoniale, la qualité des commerçants, mais ils le font aussi parce qu'ils ont la possibilité d'y accéder assez simplement. Donc on essaye plutôt de développer des parkings autour de l'hypercentre pour éviter que les voitures tournent à l'intérieur. On a une zone 30 dans notre hypercentre pour que ça soit apaisé et faire cohabiter les différents modes de transport. Mais notre but, notre objectif, ce n'est pas de chasser la voiture. D'ailleurs, beaucoup de gens, je le rappelle, Villefranche, c'est ce qu'on disait. La voiture, c'est l'avenir à Villefranche. Je ne dis pas que c'est l'avenir, je dis simplement qu'on est une ville-centre dont la plupart des gens qui viennent à l'intérieur de notre ville, soit pour consommer, soit pour travailler, soit pour étudier, habitent dans des communes rurales qui n'ont pas toute la chance d'être desservies par des transports en commun, par des lignes ferroviaires. Je veux dire, on n'est pas dans Lyon intramuros avec des métros, des trams et des bus toutes les 10 minutes. Donc les gens ont besoin de la voiture. Ils en ont besoin. C'est pas, vous savez, je connais peu de gens quand même qui mettent des centaines d'euros par mois dans leur véhicule pour se faire plaisir. Il y a quelques passionnés, mais c'est surtout une nécessité. Donc moi, j'ai pas envie d'aller punir tous les gens qui ont besoin de leur véhicule. Et je trouve qu'on a trouvé un système de cohabitation aujourd'hui entre. On a d'ailleurs été élue ville la plus attractive en termes de centre-ville l'année dernière dans toutes les villes moyennes de France. Et ce qui ressort de l'étude, c'est qu'on a bien réussi à faire cohabiter le véhicule, justement, avec une qualité de vie dans notre hypercentre. Et un mot sur la présidentielle. Vous étiez membre de l'UDI. Je crois que vous n'avez plus repris votre carte. Ça fait longtemps. Et vous n'avez pas prévu de vous engager dans la campagne présidentielle? Non, alors d'abord, moi, à titre personnel, je suis indépendant. Je ne cache pas que ma famille politique, c'est la famille de la droite et du centre. Je reste fidèle à ses convictions libérales, humanistes, sociales. Mais comme Valérie Pécresse n'a aucune chance de gagner, vous n'allez pas vous engager? Je ne suis pas sûr qu'elle ait aucune chance de gagner. Ce que j'ai dit, c'est que je n'avais pas encore donné mon parrainage, parce qu'on m'a posé la question il y a une semaine, et vu que j'ai jusqu'au 5 mars pour le faire, je me laisse encore un petit peu de temps. Mais pour être tout à fait franc, on vient de vivre 2 années très compliquées pour les collectivités locales qui demandent beaucoup d'engagement, beaucoup de travail. Moi, je me suis enfermé dans ma bulle de travail au service de Villefranche. C'est pour ça que j'ai été élu. Je pense que les Caladois n'ont pas forcément besoin de leur maire pour savoir pour qui voter à une élection présidentielle, même si le moment venu, je le dirais effectivement. Il y a une démarche de François Bayrou et de plusieurs centristes de mettre en réserve des parrainages pour les candidats qui sont importants dans les sondages mais qui n'arriveraient pas à les avoir. Ils pensent notamment à Marine Le Pen, à Éric Zemmour.
ou à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est une démarche que vous pourriez suivre? Alors moi, je ne suis pas au MoDem et je ne suis pas un allié de M. Bayrou, mais non, c'est un vrai cas de conscience qui peut se poser dans la dernière ligne droite. Donner son parrainage, on le fait soit parce que par soutien pour un candidat, soit parce qu'on considère qu'un candidat représente un courant dans la démocratie et mérite d'avoir le droit de se présenter. Après, moi, je reste toujours très prudent, vous savez, sur cette surenchère un petit peu médiatique dans les dernières semaines. Chaque candidat, pour expliquer qu'il est le candidat anti-système, explique qu'on l'empêcherait de pouvoir être candidat et qu'il n'aurait pas les signatures. Mais vous pourriez signer pour un Éric Zemmour ou une Marine Le Pen? J'ai regardé ces jours au Conseil constitutionnel, j'ai vu que les signatures grimpaient pour tous ces candidats et j'ai aucun doute qu'ils arriveront à avoir leurs 500 signatures. Et vous pourriez signer pour des candidats? Je pourrais me poser la question pour beaucoup de candidats. D'ailleurs, c'est pour ça que, de mémoire, je crois que dans l'élection présidentielle, vous êtes un meilleur observateur que moi, mais je crois qu'aux dernières séquences présidentielles, je n'ai pas vu de candidat qui incarnait véritablement un mouvement démocratique ne pas parvenir à avoir ces 500 signatures. Parce que les maires de France, et aussi les conseillers généraux, régionaux, puisqu'on n'est pas les seuls à pouvoir parrainer, ont toujours pris leurs responsabilités quand il le fallait au dernier moment. Mais c'est une question qui peut se poser, de dire si un candidat qui incarne plus de 10%, même si on ne partage pas ses convictions, est-ce qu'il doit être privé d'être candidat à l'élection présidentielle pour un problème de parrainage? Vous verrez que ça n'arrivera pas. Vous me réinviterez le 6 mars. Je suis sûr qu'ils seront tous sur la ligne de départ. Thomas Ravier, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.